Bonjour Monique. Bon. Bah dis donc, il y a 80 ans qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, oui, oui. 80 ans qu'on ne s'est pas vu, Qu'on tu te s'est rends pas compte? vu. Eh ben, Ça fait une paye, hein? ah oui, oui, oui. Bon. Est-ce que tu te rappelles de moi? Non. Non. Et Moi, toi? je me rappelle de toi. Ah bon? Est-ce que tu te rappelles sûrement d'Anne-Marie Colchen? Ah oui, très Bah bien. oui, Anne-Marie puis Odile. Très bien. Puis Odile. Bon, puis dans notre Odile. classe, il y avait ma sœur Hélène, Ils avaient un qui était frère. dans notre classe. Oui. Et puis Suzanne Pentier. Suzanne Pentier. Tu te Très rappelles bien de aussi. Suzanne Pentier? Elle Très habitait bien. à Ignoval. Oui. Et Huguette Rigaud. Hein? Huguette Rigaud. Non. Tu te rappelles pas d'Huguette Rigaud? Henriette et Monique ont 12 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Henriette habite rue de Bléville dans le Vallon d'Ignoval. Monique, rue François Paumel. Aidée des souvenirs d'une poignée de Dionysiens, elle rouvre pour nous, 80 ans après, l'album de Sainte-Adresse sous l'occupation. Ça c'est le certificat d'études. Tu vois, ça c'est mon certificat d'études. Alors on l'a passé. Alors forcément, moi ça ressort du bombardement, hein. Oui. Alors moi, c'est recollé, des hein. choses que mes parents ont perdues parce qu'ils étaient avenue Foch et ils ont été bombardés, ils ont perdu tout. Moi aussi, tu sais, moi il est tombé une bombe sur ma maison à Sainte-Adresse. Ah oui. Puis mes parents ont été tués. Ah bon? Bah oui, en 44. Ah oui. Mes parents et puis ma sœur. Et ça, c'est mon certificat d'études. Primaire. Ben oui. Et ça Jean-Marie, ça c'est le document de communion que j'ai eu quand j'ai communié. T'as communié aussi à Sainte-Adresse? Oui, oui. Bah ça, t'as dû avoir ça aussi. Ah oui. Je me souviens de la déclaration de la guerre. Je faisais du vélo dans la rue et mon père tout d'un coup est arrivé sur le mur de la maison et m'a dit « Ma petite fille, la guerre est déclarée » en 1939. Les photos montrant le visage de la commune sous l'occupation sont rares. Il ne faut pas oublier que dès juillet 1940, les autorités d'occupation décrètent l'interdiction de photographier à l'extérieur. Le 1er mars 1940, Hermann Dupasquier, président du port autonome du Havre et de la Société des régates, annonce que la SRH cède à titre gratuit le palais à l'armée amie et alliée de la Grande-Bretagne pour être transformé en hôpital anglais. Entre le bâtiment et la plage, on construit des locaux provisoires en forme de huttes semi-circulaires et on démonte la sirène qui donne les départs de course. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit la France, la Belgique et les Pays-Bas. Comme 8 à 10 millions de civils français, les habitants de Sainte-Adresse, mélangés aux colonnes de soldats en retraite, s'exilent de façon massive. C'est l'exode. Les Dionysiens se réfugient comme ils le peuvent dans leur famille ou chez des amis parfois très éloignés, comme Henriette, qui débarque au Pays Basque au début de l'été. On est parti du Havre en juin 40. On a fait la traversée pour Trouville. On a fait Trouville-Camp à pied. Quand Ouistreham, on nous a mis sur un bateau. On s'est retrouvé à Biarritz, là où on nous a débarqués. Et on nous a mis dans les cars. Et on a passé 2 mois à Espelette. Et au bout de 2 mois, on a été rapatriés par le train. On est rentré à la maison. Il y avait des voisins qui n'étaient pas partis et qui surveillaient la maison parce qu'il y avait quelquefois des gens qui y rentraient, qui volaient. Mais il y avait des voisins qui venaient tous les jours à la maison pour assurer un peu de présence et pour surveiller. Donc on n'a pas eu de problème quand on est rentré. On se faisait canarder par les avions. On a atterri pendant 1 mois ou 2 en Corrèze. Et puis ensuite, on est rentré. Et donc, on s'est réfugié à Saint-Laurent-de-Brateland. Je suis né le 8 avril 1938, avenue Désiré-Dehors, donc à Sainte-Adresse, dans une villa qui s'appelle La Normandie, au 2e étage. Et quand je suis parti donc, en exode avec mes parents,
Et ma mère et donc ma tante ont pris chacune une voiture et sont partis, ont traversé la Seine, parce qu'on traversait la Seine. Et là, elles ont atterri à une ville qui s'appelle Leblanc. Et ma mère, elle a dû penser que c'était un objet rare. Elle a emmené une douzaine de verres baccarat, qui étaient baccarat ou en opaline. Donc c'était pour elle un trophée. Elle est revenue avec et on les a toujours. Le 10 mai, la ville comptait 4681 habitants. Un mois après, il ne reste plus à Sainte-Adresse que 1112 dionysiens. Il faudra attendre le 20 septembre pour que la ville retrouve la quasi-totalité de ses habitants. Donc mon père, en rentrant d'Exode, avait trouvé notre maison de Sainte-Adresse occupée par les officiers SS. Et il avait été admis, je crois, 2 fois à venir chercher des affaires personnelles dont les Allemands ne voulaient pas. Et à cette occasion, il avait récupéré une map monde qui nous avait servi, ma sœur et à moi, à apprendre la géographie. Et cette map monde, je m'en souviendrai toujours, il l'avait ramenée à la maison, même après la guerre, on l'avait conservée, et elle portait l'empreinte d'une botte d'Allemande qui prouvait bien qu'il avait joué au football avec. Voilà. Et ça nous avait beaucoup marqué, ma sœur et moi. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Le 14 juin, les Allemands occupent Paris. Le 17, le maréchal Pétain prononce son discours qui ouvre la voie de la collaboration. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Mais cesser le combat est une injonction impensable pour certains. C'est le cas de 3 jeunes Havrais, âgés de 16 à 21 ans, Louis Pellerin, Jean Langlois et Jean Maltrude, qui forment un groupe que l'on n'appelle pas encore résistant. Dans l'ombre, Svetislav Dziric, un garagiste yougoslave arrivé à Sainte-Adresse avec le gouvernement belge en 1914, guidera ce groupe qui devient, en 1942, le vagabond bien-aimé. Mon mari, à l'époque, il était à Lille et il passait sa licence de droit à Lille. Et là, il a fait connaissance justement d'un monsieur qui s'occupait de la résistance. Et ils ont monté un réseau de résistance. Et ils ont été tous arrêtés. Un matin, à 6h du matin, ils ont entouré la Villa Bel-Air. Ils ont arrêté mon beau-père, Jean de Creton et Marcel, les 3. Le mien, il a eu le temps de mettre dans les water les papiers les plus importants. Mon beau-père, il était grand mutilé de guerre, il a été libéré. Et puis mon mari a dit que c'était lui, son frère avait rien fait. Il a tout pris sur lui, mais il est parti en déportation. Ils sont partis pour Buchenwald, et puis il y a des résistants qui ont fait sauter la voie de chemin de fer. Alors de là, ils sont partis sur Compiègne. Et il a passé au moins 1 an, si c'est pas 2, à Compiègne. Oui, on entendait parler des groupes de résistance, mais moi j'étais jeune quand même à l'époque. Et puis, moi j'en ai entendu parler aussi, c'est quand je suis rentrée aux équipes nationales en 1943. C'est quand j'étais au collège que Henriette Pell
qui était d'ailleurs la sœur de Jean-Louis Pell, qui a été maire de Sainte-Adresse, est venue au collège pour expliquer ce qu'étaient les équipes nationales et dire qu'elle recrutait des jeunes pour faire partie de ce mouvement-là, pour apporter de l'aide aux sinistrés. Et moi, j'ai demandé l'autorisation à mes parents, j'ai pas eu de problème, et moi, je me suis engagée dans les équipes nationales. J'étais la seule de ma classe. Les scouts avaient été interdits par les Allemands et les équipes nationales ont été créées pour remplacer un peu le scoutisme. Mais on ne parlait pas de... Il y avait peut-être des catholiques, des protestants, on parlait ni de religion, ni de politique, ni rien. C'était que les équipes nationales, que l'entraide. On a fait du secourisme, puisque Henriette Pell était infirmière, elle nous a appris un petit peu de secourisme pour qu'on puisse être utile en cas de besoin. Vous savez, mon père, c'était un ouvrier, et à l'époque, la classe ouvrière, c'était communiste. Hein. Bon, ma mère ne faisait pas de politique. Je crois pas, elle ne s'occupait pas de politique, ma mère. Elle s'occupait avec les enfants. Non, parce qu'il nous a jamais inculqué rien du tout. Hein. Bon, il avait ses convictions. Quand on a communié, il nous attendait sur le trottoir en face de l'église. Il ne rentrait pas dans l'église. C'était son problème. Mais il nous a pas empêché de communier. Il est venu quand même nous attendre à la sortie de l'église. Mais L'armée allemande s'installe et commence à réquisitionner de nombreux bâtiments et maisons. Le palais des Régates, malgré les bombes qui l'ont touché dans la nuit du 14 au 15 juin, n'y échappe pas. Les nouveaux occupants, à leur tour, en font un hôpital. Ils y retrouvent 3 cadavres de soldats anglais abandonnés sans sépulture dans la précipitation du rembarquement. Faute d'autres prétendants, les Allemands, arrivés le 13 juin, nomment Hermann Dupasquier sous-préfet le 22 juin 1940. Après l'armistice et le retour des autorités françaises, elle est annulée le 5 août. Je suis un vieux bonhomme qui a donc pas loin de 94 ans, puisque je suis né en 30. Et j'ai quelques vieux souvenirs de Sainte-Adresse, où mes parents habitaient, au 70 bis rue du Beau Panorama. La maison a été réquisitionnée par des hauts gradés, je crois même le commandant de la place ou son second, qui nous ont virés. Et il a donc fallu qu'on se trouve immédiatement à se loger. Plutôt que d'aller à l'hôtel, nous sommes allés à Sanvic, dans le pavillon de mon grand-père, 2 rue Michel-Lecroc. Et je me souviens d'un soir, une nuit plutôt, où il y avait une alerte, tout le monde descendait aux abris. Moi, je me faisais un peu tirer l'oreille parce que j'aimais beaucoup regarder le spectacle extraordinaire des balles traçantes et des projecteurs qui chassaient les avions. Et je partageais une chambre sous les combles avec mon cousin Jean-Jacques. On avait des jumeaux. Un soir, on remonte de l'abri, on trouve sur l'oreiller voisin du mien de mon cousin un éclat d'obus qui avait percé le toit, encore tout chaud. Et ça nous avait quand même un peu traumatisés. Et ce qui avait décidé mes parents à partir autre part, on ne pouvait plus rester là. D'où notre départ pour Saint-Laurent-de-Brévenant. Le 14 juin, Rommel entre au Havre et veut voir la mer. Il se rend à Sainte-Adresse, devant l'immeuble du Fayel, et écrit à sa femme. Tout s'est passé sans effusion de sang. À présent, nous tirons sur des buts en mer avec des canons à longue portée, déjà mis un transport en flammes aujourd'hui. Le ferry britannique SS Bruges, qui a été réquisitionné pour servir de transport de troupes, vient d'arriver de Portsmouth. Le 11, il attend son tour en rade du Havre pour avoir l'autorisation d'entrer au port, afin d'embarquer militaires et civils qui tentent de fuir. En milieu de journée, il est touché par plusieurs bombes alors qu'il se trouve à 2000 de la côte entre Cauville et Saint-Jean-Bruneval. Le commandant et le pilote Émile Prantou dirigent le bateau vers Sainte-Adresse,
afin de l'échouer en douceur devant le palais des régates. L'épave, elle, sert alors de cible d'entraînement aux artilleurs et pilotes allemands. Je me souviens très bien avoir assisté à l'entraînement allemand de Stuka, juste devant les régates, et les Stuka, avec des bombes en béton, s'exerçaient à piquer sur le Bruges pour balancer des bombes en béton. Ça, c'est un souvenir de jeunesse qui me passionnait. Je voyais ça. Alors, donc, j'avais dû venir au Havre de temps en temps parce que j'avais assisté à ça. C'était très impressionnant. Les Stuka avaient une manière de bombarder qui consistait à piquer directement sur l'objectif, à la verticale pratiquement. On voyait la bombe partir, plouf, arriver dans l'eau. Bon, c'était sans explosif. Mais c'est un souvenir marquant de ma jeunesse, puisque moi j'étais très branché sur donc, les bateaux de guerre, les avions, etc., quoi, comme les jeunes à l'époque. Le 17 juin, le maire, René Proux, ordonne aux habitants de déposer tous les postes de radio à la mairie avant le 18 à 16h. Le lendemain, vers 20h, le général de Gaulle lance son appel à la résistance sur les ondes de la BBC. Le 27 juillet, Pétain et Weygand signent un décret condamnant à mort les Français libres. À peine une semaine plus tard, de Gaulle est condamné à mort par contumace. On écoutait la radio anglaise, on avait des postes à galène, on bricolait des trucs, enfin mes parents bricolaient des trucs, et je me rappelle les slogans de l'époque, Radio Paris ment, etc. Je me souviens des commentaires allemands pour essayer de maquiller leur défaite sévère en Russie. Ils appelaient ça leur front élastique. Le front élastique, voilà. Nous, à Sainte-Adresse, on n'était pas malheureux. Hein. On allait chanter le dimanche à l'église. Il y avait une chorale. On avait répétition le mercredi. Moi, j'aimais bien Sainte-Adresse. Je me plaisais bien. J'aimais bien parce que on avait beaucoup d'espace. Moi, je montais souvent là où il y avait ce qu'on appelait la cime. Maintenant, il y a des pavillons devant le cimetière, mais il n'y avait rien. C'était des champs, il y avait des vaches. Il y avait en haut de la rue des fermes, il y avait la mère Pouille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mère Pouille. Ben, la mère Pouille qui nous déposait du lait tous les jours. Et quand elle savait qu'il y avait un bébé, elle disait qu'elle donnait toujours le lait de la même vache pour le bébé. Je me souviens qu'il y a eu, quand il y a eu la guerre civile en Espagne, il y a eu des réfugiés espagnols qui sont venus là se réfugier. Et quand on avait des restants de savon, on allait puis on leur donnait des bouts de savon à travers le grillage. Nous, on montait la rue des Fermes et puis on était arrivés là-haut tout de suite. Hein. Évidemment, il y avait une partie ouvrière. Mes parents, c'était des ouvriers. C'était pas des bourgeois, c'était des ouvriers. Mais il y avait une grande partie de la ville de Sainte-Adresse qui était plutôt bourgeoise quand même. Mon père, il travaillait, il était de métier, il était maçon plâtrier, spécialité plâtrier. Et ma mère, elle a travaillé, jeune, elle a travaillé comme receveuse sur les tramways. Après, quand on a été un petit peu plus grande avec ma sœur, elle travaillait donc dans la famille Colchen où elle s'occupait des enfants. Alors les filles étaient souvent mises à l'œuvre pour s'occuper des petits, les promener, s'en occuper. Non, je pense que c'était quand même une ville très bourgeoise. Mes parents étaient des bourgeois, mes amis étaient des bourgeois. C'était quand même une ville très bourgeoise, qu'on appelait, entre guillemets, le Nice-Havrais. Bon, c'était déjà très bourgeois, comme ça l'est encore. Bon, sans que ce soit péjoratif, mais on peut dire ça. Dans son livre « Le Havre sous l'occupation », Georges Godefroy écrit qu'au lendemain de l'Exode, les habitants découvrent des Allemands qui ne violent ni ne pillent et qui, s'ils dévalisent les magasins, paient ce qu'ils emportent. Il semble que quelques mois après, les choses aient changé à Sainte-Adresse.
Dans ce courrier daté du 17 mai 1941, adressé à la Kreiskommandantur, le maire, René Proux, demande l'ouverture d'une enquête après que 2 soldats allemands aient tenté de cambrioler la maison voisine de Jacques Grieux, 70 rue du Beau Panorama. Mais on ne peut pas dire que l'armée allemande était les vrais, hein, les soldats, qu'ils étaient agressifs. Il ne fallait pas. C'était les SS après qui ont été très, très méchants, quoi. Et il y avait des Allemands qui venaient à la messe le dimanche. Ben, on les rencontrait quand on prenait le tramway, on les voyait dans la rue quelquefois qui défilaient. Moi, je m'étais cousu des petits drapeaux français et anglais sur un pull. Puis quand les Allemands défilaient, j'ouvrais ma veste pour faire voir que j'étais pas d'accord avec eux. C'était pas très malin, mais bon, c'était ma petite façon de résister. Et par contre, j'aimais pas le prof d'allemand au collège, puisque l'allemand nous a été imposé. Et comme je n'appréciais pas le prof d'allemand, je passais souvent mes cours d'allemand dans la salle de gymnastique. Non, les Américains étaient plus difficiles à vivre. Moi, j'ai été coursé par un noir américain quand j'étais chez ma tante. Je revenais de travailler, j'ai un noir américain qui m'a coursé. Heureusement que j'étais jeune et je courais très vite. J'étais très bonne à la course quand j'étais jeune. Et heureusement, hein. Et j'ai même pas pu arriver chez ma tante. Je suis rentrée chez les voisins avant parce que je sentais qu'il approchait. Parce que la maison que mon grand-père avait louée à Sainte-Adresse, elle était en face du garage Jacobi. À l'époque, ça s'appelait Jacobi. Et là, il y a des officiers, des soldats allemands qui avaient l'air bien bons pépères. Ils s'occupaient de mécanique et tout le truc. Et ils sortaient des boîtes de conserve et de tout ce qu'ils avaient. Ils disaient, ben voilà pour vous. Et ma mère m'a dit, tu tais, tu acceptes rien, hein, sait-on jamais. Sait-on jamais, ça peut être empoisonné. Vous savez, c'était la psychose aussi de l'époque. Hein. Le 30 octobre, les Allemands créent la zone côtière interdite. La France, déjà coupée en 4 avec la zone occupée, non occupée, interdite au nord et l'Alsace-Lorraine, est une nouvelle fois divisée. Au titre de président de la Société des régates, Dupasquier rédige un document constatant l'occupation du Palais des Régates et demande aux autorités une compensation locative estimée à 15 000 francs. Le 7 décembre, la première action armée contre 2 soldats allemands est menée au Havre par les FTPF, les francs-tireurs et partisans français. Il n'y a pas de mort, mais la réaction de la Kommandantur ne se fait pas attendre. À Sainte-Adresse, comme au Havre et à Harfleur, jusqu'au 16 décembre, la circulation est interdite aux civils de 19h à 6h du matin. Les cyclistes, eux, devront pousser leur vélo à la main. Si la position du maire du Havre, Pierre Courant, est sans équivoque quand il qualifie ce geste de la résistance d'acte terroriste, lâche et cruel, on ne connaît pas la réaction de René Proux à Sainte-Adresse. C'était dur pour certains, mais des gens comme nous qui avions vécu tout le temps à Sainte-Adresse, et je vous dis, j'avais la chance, c'est que mon père était comptable. Alors, il avait son pharmacien, son charcutier, son boulanger. Donc, on n'a vraiment jamais souffert de l'alimentation. Hein. À côté des Parisiens, mon mari, ils étaient à la Villa Bel-Air, ils élevaient 3 cochons. Est-ce que à Sainte-Adresse, on a souffert du manque de nourriture? Je dis heureusement et malheureusement, non. Pour une raison très simple, c'est que cette maison qui était louée par mon grand-père avait un grand jardin potager qui partait du haut de la maison et qui allait jusque la route d'Octeville.
Et là, il y avait en même temps des pommiers, des abricotiers, et on avait tout ce qu'on voulait. Hein. Et il y avait une charcuterie qui marchait très très bien à l'époque, c'était le Gros Pommier. Ça a marché pendant la guerre, le Gros Pommier. Hein. Le Grand Pommier, c'était sur la rue d'Ignoval. Et je me souviens, rue du Manoir, de Madame du Château, chez qui on allait acheter des bonbons après la messe. On avait nos cartes d'alimentation, du pain, du beurre chez Bocquet. Tous les marchands de la broche à rôtir étaient ouverts. La charcuterie était ouverte, on avait des bons de charcuterie. Le pain, on nous distribuait je ne sais pas combien de pain. Moi j'étais J3, alors j'avais droit à une petite ration supplémentaire. Et puis il y avait quand même un peu de marché noir. Hein. Il y avait du marché noir, oui, mais c'était cher. C'était cher, alors on ne pouvait pas toujours acheter au marché noir. Hein. Au Grand Pommier, quelquefois, il y avait de la viande, sans ticket. Et donc, la première distribution de pommes de terre, mon père a dit, il faut en garder pour en planter, pour en avoir plus l'année d'après, pour manger, parce qu'on était quand même... il y avait quand même 4 bouches à nourrir, plus les parents, ça faisait 6 personnes à nourrir. Et j'avais un petit frère, les rutabagas, lui, il aimait pas. Alors, comme c'était le plus jeune, on nous disait, faut garder les pommes de terre pour lui. Et puis nous, on mangeait les rutabagas. Après les raids de Bruneval du 27 février 1942 et Dieppe le 19 août, qui ont montré les faiblesses du mur de l'Atlantique, les Allemands se lancent dans un bétonnage systématique du littoral. Les quartiers du bord de mer sont désormais strictement interdits et des blocos fleurissent partout à Sainte-Adresse. En 1942, ils ont évacué. Alors là, les Allemands, ils ont commencé à plus être bons du tout. Hein. Avant 1939, la France importait la majeure partie des matériaux non ferreux. Les Allemands font dès lors pression sur les autorités françaises pour qu'elles leur fournissent ces précieux métaux par tous les moyens, y compris en fondant les statues. En septembre, la statue du roi Albert Ier est démontée et cachée dans la crypte de l'église avec l'aide de l'entreprise du père de Jacques Grieux. Le 25 novembre, le jeune résistant du vagabond bien-aimé, Jean Langlois, est arrêté à la gare du Havre par la Gestapo. Torturé pendant des jours, il est transféré à Compiègne et déporté au camp de concentration de Sachsenhausen en janvier 1943. Ses camarades ne le reverront jamais. En avril, le quartier du Nid-Savray devient totalement interdit. Certains immeubles ou maisons sont des amers trop remarquables ou gênent le tir des batteries allemandes. Qu'importe, on les rase. Ainsi, l'ordre du Kreiskommandant Sieber, daté du 2 février 1943, ordonne-t-il l'évacuation et la destruction des bâtiments de l'avenue Foch, dont le palais des Régates. Transformé en hôpital allemand, le palais et son mobilier ont déjà été partiellement pillés par l'occupant. La fréquentation des installations nautiques du bord de mer est strictement interdite par les autorités militaires allemandes, ainsi que la navigation sur rade, sauf pour les pêcheurs sous haute surveillance. Mon grand-père habitait au 6 immeuble du Fayel. Et là, on entend un coup de sonnette. Et mon grand-père me dit, comme c'était l'heure du déjeuner, une partie de la famille était là. Veux-tu aller ouvrir? Et là, je suis tombé sur un officier allemand, impeccable d'ailleurs. Alors là, je cours tout de suite voir mon grand-père. Et mon grand-père me dit, fais-le rentrer. Et il est rentré, il s'est mis à 6 pas de mon grand-père. Et il a signifié à mon grand-père qu'il devait quitter l'appartement. Et là-dessus, mon grand-père lui a dit, c'est impossible. J'irai voir la commandature. Et donc, à la fin de semaine, on a déménagé. Et il a trouvé d'ailleurs une autre maison qui était route d'Octeville, à Sainte-Adresse. Mon beau-père raconte toujours que
Il avait été à la mairie de Sainte-Adresse, puis il avait demandé le plan de ce qui était évacué à Sainte-Adresse. Puis il paraît qu'il y avait un petit drapeau. Le petit drapeau, il était rue du Manoir. Il a pris le petit drapeau, puis il l'a mis place du Carreau. Si bien que leur maison n'a pas été occupée. La rafle des 15 et 16 janvier 1943 est une initiative du préfet de région André Parmentier qui répond à la demande des autorités militaires suite à l'attentat commis à Rouen contre un officier allemand. Elle se traduit par l'arrestation, par la police française, de familles entières, y compris de jeunes enfants ayant ou non la nationalité française. Mina Lob et ses 2 enfants sont déportés. Jean, le plus jeune, âgé de 9 ans et demi, est arrêté dans son école de Sainte-Adresse par un agent de police requis par le commissaire de la rue de l'Alma. Les Allemands, du fait qu'on s'appelait Isaac, les Allemands étaient venus demander à mes parents si on était juifs. Et mes parents ont dit que non. Les Allemands ont dit on va vérifier. Et on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu d'ennui. Donc je suppose qu'on n'était pas juifs. De toute façon, nous les enfants, on a été élevés en religion catholique. Et on a été baptisés, on a communié. Je suis rentrée à l'école du Manoir, j'avais 5 ans. Et je suis restée à l'école du Manoir jusqu'à mon certificat d'études. Alors là, on est allé à pied, on descendait par la centre de la Chapelle, puis on longeait toute la roseraie pour aller à l'école du Manoir. Alors on prenait des copains en passant. Je me souviens du nom de 2 maîtresses, Mademoiselle Sauvage et Madame Bouddha. Il y avait l'école des filles d'un côté et il y avait une séparation à l'école des garçons sur la rue du Manoir. Les 2 écoles étaient l'une à côté de l'autre, mais les garçons entraient par la rue du Manoir et les filles par la rue de Vittenval. Mes parents m'avaient mis au cours tranché, rue des Guêpes. Donc j'avais pour copain Gérard Ernoux, Gérard Lebel, le fils du maire, les jumeaux Betrancourt aussi. Mais donc ce qui me reste plus en mémoire, c'est mes escapades avec Gérard Lebel, le fils du maire, chez qui j'allais souvent jouer avec il avait énormément de jouets. C'était un attrait pour moi. Mais surtout, en vélo, on allait à l'hôtellerie, qui était un lieu tout à fait prisé des vedettes d'un top niveau, où on voyait arriver les Rolls, les Delage, les Bugatti, devant lesquels on était en admiration. On voyait également les orchestres dans le kiosque qui donnaient des concerts. Pour nous, c'était une attraction extraordinaire. Et alors, on jouait ensemble. Je vous dis, Monsieur Dering nous avait ramené les premiers patins à roulettes anglais à l'époque. Et comme ça roulait pas très bien, on allait faire devant du Fayel. C'était nos rues. Bah oui, on jouait dans la rue le soir, après les devoirs. On jouait, on faisait du vélo, du patin à roulettes. C'était des plaisirs très simples, hein, à l'époque. Patin à roulettes. Mais on sortait pas beaucoup. De temps en temps, je demandais le dimanche pour aller au cinéma avec ma camarade d'école. Mais mon père était strict, alors il disait la séance à 2h30, 2 heures de cinéma, 4h30, 5h, faut être rentré. Puis il fallait être rentré à 5h. On ne faisait pas les magasins parce qu'on n'avait pas d'argent de poche. Hein. Moi, j'ai jamais eu d'argent de poche quand j'étais gamine. J'ai jamais eu d'argent de poche. Quand j'avais quelques pièces, c'est parce que j'avais eu un bon carnet, où j'avais été reçu à un examen. Bon, bah là, on avait une petite pièce, mais... J'ai toujours aimé dessiner. Et quand j'étais gamin,
depuis la maison de cette adresse, on voyait beaucoup entrer des bateaux, quelquefois des bateaux de guerre, et j'aimais bien les croquer. Donc à l'époque, je dessinais, je me rappelle, le Richelieu. Il était venu là, le Richelieu cuirassé. Et j'aimais bien croquer également les cargos, le Normandie, etc. Donc j'avais toute une collection de petits dessins que je faisais alors que j'avais 8-9 ans. Et je me rappelle, pendant les vacances, ils nous avaient embauchés à la mairie de Sainte-Adresse, les jeunes, puis on distribuait les cartes d'alimentation. Et à l'époque, vous savez, avec les privations, on avait des problèmes de gale et de tout ça. Et moi, j'en avais de la gale plein la tête, avec des poux, ça, réglé. Et un jour, avec 4-5 gamins de classe, on me dit oh ben, on est en fin d'année scolaire, cet après-midi, il fait beau, on va à la plage au lieu de... Alors, on est allé à la plage, puis j'ai eu la tête mouillée. Et l'eau de mer, ça m'a complètement guéri tout cet eczéma que j'avais dans la tête. Alors ma mère me dit mais t'as fait quelque chose à ta tête? Alors je lui ai avoué, je lui ai dit bah oui, un après-midi on est allé à la plage au lieu d'aller au collège. Elle m'a dit si j'avais su, j'aurais été chercher de l'eau de mer pour te laver la tête. Le 28 janvier, l'autorité militaire allemande ordonne de nouvelles évacuations. Les immeubles situés à l'ouest d'une ligne passant par le milieu de la rue Reine-Élisabeth, de la Sente de l'Arsenal, de la rue Jean Boulard et de la route d'Octeville doivent être évacués. Entre voisins, on était amis. Et alors, les hommes avaient fait 2 tranchées pour pouvoir se mettre en cas de bombardement. Donc il y avait une tranchée chez Monsieur Montgorgé. Et puis on allait dans la cave. On a vécu pendant 1 an dans la cave. On avait nos lits, tout. Le soir, on passait le mur. Et puis on allait dormir dans la cave chez les Colchen. À cet âge-là, on n'avait aucun souvenir de ce que pouvait être le confort. Bon, c'était comme ça, on ne se plaignait pas. C'est-à-dire quand il y avait des bombardements, on disait ça bombardait, mais comme ça bombardait, c'était souvent la ville. Donc nous, on se sentait quand même en sécurité. On avait l'impression qu'on était loin des bombardements, à Sainte-Adresse. Premier étage, et j'ai encore le bruit dans les oreilles, les sirènes. Et à chaque fois qu'on entend la sirène tous les mois, ça fait un souvenir. C'est fou, c'est comme ça. Quand j'entends ça, j'ai comme un sursaut. Parce que là, c'était la flic alarme, et vous aviez intérêt quand même à descendre dans les abris. Alors notre abri, c'était les caves de Dufayel. Et là, en plus, elles étaient étayées par des madriers, comme il y a une bombe qui est tombée presque derrière Dufayel. J'ai sursauté d'1 mètre, j'avais... Ah oui, tout. Le samedi 3 juin, une torpille anglaise tombe 28 rue du Havre, l'actuelle rue du Général de Gaulle, chez Monsieur Binge, négociant havrais, tuant le jardinier et son fils, Roger et Georges Le Prévost. Rue du Beau Panorama, c'est un obus de marine qui souffle littéralement la maison de Jacques Grieux. Quand mon père a voulu voir ce qu'était devenu sa maison et qu'il a trouvé un trou, j'étais pas présent. Mais il m'y a emmené quand même. Évidemment, j'en garde une impression assez pénible. J'ai retrouvé quelques jouets qui se baladaient, notamment ce qu'on appelait un phonographe à manivelle. Et j'ai pas retrouvé les disques, mais j'ai retrouvé en petits morceaux ce phonographe. Le 5 juin, un avion anglais largue ses bombes sur la maison d'Henriette, qui vient juste de quitter son domicile. Elle est la seule survivante. Un avion de reconnaissance qui passait au-dessus de Sainte-Adresse le matin vers 8h35
a lâché 3 bombes parce qu'il avait été touché par la flaque. Il est tombé une bombe sur la maison de mes parents. Et mon père, ma mère et ma sœur ont été tués tous les 3. Moi, je venais de partir de la maison pour aller au collège. Quand il y a eu l'alerte, j'étais place du Carreau. Et je me souviens, il y avait une jeune qui avait très peur, qui pleurait parce qu'il y avait l'alerte. Et je la tenais dans mes bras, je me disais, mais non, faut pas avoir peur, il n'y a pas de danger. Et moi, je suis descendue au collège et je me suis rendu compte de rien. Parce qu'il y avait les arbres, il y avait les maisons, c'était un peu vallonné, je ne me suis pas rendu compte. Et c'est au collège qu'on est venu me chercher pour me dire que ma mère avait été blessée. À l'hôpital, quand je suis arrivée, on m'a dit que ma mère était décédée. Et après, j'ai su que ma sœur avait été retrouvée décédée. Et après encore, on m'a dit que mon père était également sous la maison. J'ai été recueillie par ma tante. Mes petits frères étaient à la campagne puisque les enfants étaient évacués de la ville depuis déjà plus d'1 an. Les enfants étaient évacués à la campagne. Et puis le débarquement s'est passé sans que je m'en rende compte parce que j'avais autre chose en tête. Le débarquement du 6 juin, pour moi, je ne l'ai pas vécu. C'était... Je sais pas, c'est toujours aussi dur. C'est toujours aussi dur. Aujourd'hui, j'essaye de tenir le coup. Lundi, j'ai repleuré. C'est-à-dire, je crois que ce drame-là m'a forgé, m'a durci. Ça m'a vraiment forgé le caractère. Ça m'a rendue plus résistante face aux épreuves, parce que je me suis dit, il m'arrivera pas pire maintenant. Alors, je crois que c'est surtout l'impact que ça a eu sur moi. Moi, j'ai de la rancœur contre personne. Leur en vouloir, ça ne changera rien. Ça ne changera pas la face du monde. Ça ne fera pas revenir ceux qui ont été tués. Et dans le cadre d'une guerre, par exemple, on envoie les hommes au casse-pipe. On dirait qu'ils font leur boulot. Le 21 août, les autorités allemandes ordonnent l'évacuation du camp retranché. Une annonce est faite aux habitants des communes voisines du Havre et signée par le maire, René Proux. Nous étions réfugiés à Thiétreville à 45 km du Havre environ. Et dans la soirée du fameux bombardement du 5 septembre, je m'en souviendrai toute ma vie, on entendait un grondement très lointain, mais surtout le sol tremblait encore, tremblait pendant des heures, pendant toute la durée du bombardement. Et là, c'est un souvenir vraiment terrifiant pour nous. Membre des équipes nationales, le soir du 5 septembre, Henriette assiste à une réunion place de l'Hôtel de Ville au Guillaume Tell quand les bombes anglaises s'écrasent sur le centre du Havre. Et tout d'un coup, il a dû tomber une bombe dans la cave, dans l'escalier derrière. Par la déflagration, on a été projeté en l'air. Et, moi, j'avais une équipière qui saignait sur moi. J'étais pleine de sang. Alors, ils faisaient une issue. Ils essayaient de sortir du monde. Ils sortaient du monde. Il retombait une bombe, ça rebouchait. Il fallait refaire un autre trou. Alors, je pouvais marcher. Donc, on m'a attrapé, on m'a emmené, on m'a sorti. Je suis passée, alors je suis sortie, il n'y avait plus rien. On voyait la mer, il n'y avait plus de maison. Et j'ai escaladé des décombres. J'ai dû passer, je pense qu'on est passé par la brasserie Payette, qui était détruite d'ailleurs, parce que du côté de l'Hôtel de Ville, c'était trop encombré, on ne passait pas. Et le lendemain, ils bombardaient tout le secteur de ma tante. Alors c'est comme ça qu'avec ma tante, on est parti au tunnel Génère. Au début, on ne voulait pas nous laisser rentrer parce que c'était complet. Et c'est parce que j'ai dit à un gars de la défense passive que j'étais une équipière nationale, que j'avais été ensevelie sous le Guillaume Tell. Et on est resté là, mais j'ai été très malade. Je pense que j'ai eu le contre-coup psychologique après, j'ai été malade. En fin de compte, j'ai été soignée par les Allemands parce qu'il y avait un hôpital français qui était complet. J'avais peur que les médecins allemands me tuent.
Et je disais au gars de la défense passive, il faut surtout pas me quitter parce que j'ai peur que les Allemands me tuent. J'avais vraiment peur. Alors ils m'ont emmené dans une espèce de salle d'opération, toute tapissée de draps blancs. Et puis alors là, j'ai dit, ça y est, c'est ma dernière heure. Je me débattais, je remets les bras pour pas qu'ils me piquent, et on m'a fait une piqûre dans la cuisse, on m'a remis dans mon lit, et là, j'ai dormi jusqu'au lendemain. Et quand je me suis réveillée, les Allemands m'avaient mis des chocolats sous mon oreiller. Et quand je suis ressortie, le lendemain, le Havre était libéré. C'était terminé, j'avais rien vu, encore une fois. Ah oui, j'ai vu ces avions-là et théoriquement, ils allaient bombarder le Havre. Et ça souvenir, ça vous reste gravé parce que vous voyez des trucs défiler dans le ciel et assez proches. Et là, mes parents ont tout perdu. Tout. Vous vous rendez compte, ils étaient avenue Foch. Ils avaient un grenier avenue Foch. Et ils ont retrouvé des photos à Saint-Romain. Tellement il y a eu de vent et de... Parce qu'après les bombardements, il y a eu les bombes incendiaires. Ça a brûlé pendant 8 jours, là, avenue Foch. Avec maman, donc on était partis à Gonneville. Mais, par exemple, nos voisins, qui s'appelaient monsieur et madame Morin, mon père avait été les voir la veille du bombardement. Il leur avait dit, si ça craque cette nuit, on se met dans la cave. Et quand ils ont déblayé l'immeuble, ils ont retrouvé tous les 3 dans la cave. Et puis, de là, il y a eu une permission. Mon père était toujours au conseil municipal de Sainte-Adresse. Et il y a eu une autorisation à des gens qui avaient des grandes maisons de recueillir des gens comme nous. Et nous, on a été recueillis par les Hamelin, la maison Hamelin, Madame Hamelin mère, qui était extraordinaire et qui nous a permis de vivre chez elle, rue du Manoir. Le 6 septembre, le lendemain du bombardement anglais qui a ravagé la ville basse, Sainte-Adresse est comme coupée du monde. À 18h, les avions reviennent pour bombarder les quartiers d'Applemont, Frileuse, Coquerioville et Graville. Le 11, à 7h du matin, les avions sont à nouveau en approche. La sirène, installée au-dessus de la mairie, retentit. Une nouvelle formation approche, quand l'avion de tête lance une fusée rouge retenue par un parachute qui descend entre l'église et le fort de Sainte-Adresse. Les bombardiers font demi-tour. Les Allemands, qui résistaient encore à Fontaine-la-Mallée, viennent de se rendre. Sainte-Adresse vient d'échapper de justesse à sa destruction. Vers 19h, les premiers chars débouchent par la route d'Octeville et prennent contact avec les FFI du Vagabond bien-aimé et les FTP qu'entraîne Auguste Lepiller qui vont les guider vers les blocos. Les chars se regroupent au carreau où quelques Dionysiens, demeurés là, leur réservent un accueil chaleureux. Tout le monde était heureux de voir les Anglais arriver sur le haut de la route d'Octeville et puis de nous libérer. Par la rue de la Solitude, blindés, infanterie écossaise, FTP et FFI montent vers la ferme de Lamaque et le camp de la Cime, où de nombreux Allemands se sont retranchés. Le 12, sur le plateau de la Hève, les Écossais nettoient le camp de la Cime et font 200 prisonniers. Les résistants du Vagabond bien-aimé récupèrent armes, munitions et vivres et les transportent à l'école d'Henriette et Monique, où ils en assurent la garde. La section FTP de Lepiller reçoit la mission d'accompagner les unités écossaises chargées du nettoyage des blocos entre la Hève et Saint-Barthélemy. C'est au cours de ces opérations que Robert Jacobi et Jacques Basset sont tués alors qu'ils attaquent un petit blocos situé en contrebas de la chapelle Notre-Dame-des-Flots, au pied de la villa norvégienne. Le 13, quelques heures seulement avant la libération de la ville, 2 Royal Marines qui faisaient partie de l'unité secrète de Ian Fleming, la 30e Assault Unit, sont tués devant l'immeuble du Fayel
qui abritait une partie de l'état-major du commandant allemand von Tresckow. Ce sont les membres de cette unité qui ont inspiré le personnage de James Bond, l'agent 007. Sainte-Adresse est enfin libérée, mais déclarée ville sinistrée à 51%. Je me souviens, à la Libération, on avait chanté l'hymne de la victoire dans le chœur de Sainte-Adresse. La ville était libérée, mais moi j'étais trop mal, j'ai pas, et puis j'avais pas trop le cœur non plus à aller assister aux réjouissances. Faut dire aussi que le cœur n'y était pas, hein, après ce qu'on avait subi. Il paraît qu'ils ont été accueillis un petit peu froidement quand même, mais quand on voyait l'état de la ville, les ruines, ils arrivaient dans des ruines en fait. À Sainte-Adresse, comme dans toutes les villes françaises, libération rime aussi parfois, hélas, avec épuration. Les filles du Gros Pommier qui ont été tondues, parce qu'elles connaissent bien les Allemands. Hein. Elles ont été tondues toutes les deux, place de l'Église. Ça a été quand même... bon. Dès 1942, dans Le Patriote, le journal clandestin des vagabonds bien-aimés, à la rubrique « Collaborateurs », on pouvait lire déjà des messages de mise en garde adressés à certains habitants un peu trop zélés avec l'autorité occupante. À notre retour du Havre, mon père avait loué une maison au 102 boulevard Albert Ier, comme je vous l'ai dit, juste au-dessus du casino. Et en jouxtant ce 102, il y avait le 104 qui était devenu un bar à Américains. Et donc, ça touchait ma chambre pratiquement. Et pendant toute la nuit, les Américains, les soldats américains venaient faire la foire, là. Et je me souviens des disques qui passaient à l'époque, Rhum, Rhum, Rhum et Coca-Cola. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une chanson que j'ai encore dans la tête. Rhum, Rhum, Rhum et Coca-Cola. Bon. Et alors on allait au bal américain. On était chaperonnés et il y avait 2 dames qui étaient autorisées à monter près du chauffeur et puis ils faisaient le tour un petit peu des demoiselles pas trop mal de Sainte-Adresse. Et on allait danser et ils venaient nous chercher en jeep ou en... Alors là, ça a été la période extraordinaire. On avait 18 ans, 17 ans. Oh, il y avait aussi tous les officiers de marine à Dufayel. Ça, c'était très, très huppé. C'était très... les bals américains à Dufayel. C'est là qu'on a mangé des donuts pour la première fois. Et puis voilà. Et puis on buvait du Coca-Cola. Pas d'alcool. Mais alors, à minuit pile, c'était les hymnes et c'était terminé. Ça a été la période... C'était féerique, quoi. C'était la libération, c'était quelque chose de formidable quand même. Hein. Oui, bien sûr. Il y a eu des flirts. Hein. Il y a eu des flirts, certainement. Oui. Il y a même pas mal de femmes qui sont parties en Amérique, je crois qu'on était assez déçus. Ah oui. Et un jour, j'ai un copain bouquet, là,
qui me dit « Est-ce que ça te ferait plaisir de travailler dans l'armée américaine ?» Oh bah je dis oui, drôlement. Hein, j'avais 17 ans. Alors il m'a dit « Tu vas voir le commandant Maillot. » C'était lui qui s'occupait de tout le personnel français qui travaillait à Dufayel. Et j'ai été prise comme télétype operator, mais c'était extraordinaire. Moi, j'ai travaillé 1 an là-dedans. C'est comme si j'avais passé 1 an en Amérique. Et le bas de Dufayel, c'était ce qui s'appelait le PX. C'est là qu'ils distribuaient le coca, les donuts, tous les machins. Et quand on était du matin, c'était bien, on allait déjeuner chez le petit. Mais c'était tenu par les Américains. C'était les Américains qui faisaient la cuisine. Puis t'as pas trouvé un Américain à épouser? Non, non. Non. Ah ben il y en a eu, hein, il y en a eu des beaucoup. Julions, hein, Je vois, mes 2 belles-sœurs avaient des copains américains. Oui. Voilà, c'est le passé qui revient. Ah oui, c'est C'est le passé qui revient, hein, Monique. Oui, oui, exactement. Là, c'était très sympathique. Tiens, j'ai mis un petit bah, sac c'est de gentil. chocolat. Voilà. Oh, bah, c'est gentil. Voilà pour J'aime beaucoup le chocolat. T'aimes beaucoup, bah ça tombe bien. Ah oui, Voilà, beaucoup. pour fêter Ça nos me fait énormément retrouvailles. plaisir. Pour Je te fais fêter un nos bisou. retrouvailles. Bon. Allez, au revoir Monique. Très Bah, alors, au heureuse. mois de septembre. Ah oui, d'accord. Bah voilà, on se verra. reverra en septembre. Oui. C'est mon anniversaire, le 7 septembre. Eh ben, puis moi c'est le 7 même. Ça y est, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Bon, Bon, ben voilà. bah c'est sympa. Voilà. Allez, à une prochaine. À une prochaine. Oui. D'accord. Ben regarde, si elle a des beaux plumés. Ah oui. Hein? C'est mon jardin. Bah oui, hein. C'est fou Papa, ce elle a qu'il y a des dans beaux le plumés, jardin. hein. Alors mes enfants l'ont cueilli, puis me les ont mis là.